Alors, si on vise la certification CBAP, il y a un domaine de connaissances qu'on ne peut absolument pas survoler: la planification et la surveillance. Et pourquoi c'est si important? Eh bien, tout simplement parce que c'est la fondation de tout. Un bon plan, ce n'est pas juste de la paperasse, non, c'est la véritable feuille de route qui va nous mener au succès du projet. Voici donc notre plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par voir pourquoi cette phase est si stratégique, et ensuite on va plonger au cœur des 5 tâches essentielles du guide BA Bokeh, en partant de la stratégie initiale jusqu'à l'amélioration continue. C'est le parcours complet. Allez, on y va. Imaginez un instant construire une maison sans aucun plan. Impensable, pas vrai? Eh bien, en analyse d'affaires, c'est exactement pareil. La planification, c'est notre plan de construction. Avant même de taper la première ligne de code ou de dessiner un seul diagramme, on doit répondre à des questions fondamentales. Qui va participer? Comment on va s'y prendre? Et qu'est-ce qu'on va livrer au final? C'est vraiment la stratégie qui précède l'action. Ok, mais comment on s'assure que notre plan est solide, qu'il tient la route? La réponse, en fait, elle se trouve dans les principes fondamentaux de notre métier. Chaque décision qu'on prend, de la plus petite à la plus grande, doit être connectée à l'ADN même de l'analyse d'affaires. Voyons ensemble comment ces connexions se créent. Et voilà le cœur du réacteur, le BACCM, le fameux Business Analysis Core Concept Model. C'est le modèle qui guide absolument toute notre réflexion. Chaque concept est un pilier de notre plan. Par exemple, le besoin initial va directement influencer notre approche. L'analyse des parties prenantes, elle, va nous garantir que personne n'est laissé pour compte. Et la valeur qu'on espère obtenir, eh bien, c'est elle qui justifie chaque effort qu'on déploie. C'est notre boussole pour ne jamais perdre le nord. Allez, on attaque notre première tâche, planifier l'approche de l'analyse d'affaires. Ici, il s'agit de définir notre plan de jeu global. On ne se contente pas de faire une simple liste de tâches, non. On choisit une méthode, on identifie les activités clés, le niveau de détail nécessaire et les livrables qu'on va produire. Ici, on a un choix vraiment crucial à faire. Quelle philosophie on va adopter? D'un côté, on a l'approche prédictive. Pensez à la construction d'un pont. Tout doit être défini à l'avance, c'est très carré, très formel. Et de l'autre, on a l'approche adaptative. Là, c'est plus comme explorer un nouveau territoire. On avance pas à pas, on apprend en chemin et on s'adapte. Le choix entre ces deux mondes, ou un mix des deux, va conditionner tout le reste du projet. Donc, pour résumer cette première étape, notre point de départ, c'est le besoin. À partir de là, on définit notre méthode, le niveau de formalité, les activités à mener. Et tout ça, ça se cristallise dans un document clé, l'approche de l'analyse d'affaires. C'est notre tout premier grand livrable. Bon, maintenant qu'on a défini le comment, il est temps de s'attaquer au qui. Parce qu'un projet, ce n'est rien sans les gens qui le font vivre. La deuxième tâche est donc entièrement dédiée à la dimension humaine. Planifier l'engagement des parties prenantes. Il faut s'assurer que les bonnes personnes sont impliquées au bon moment et de la bonne manière. Et pour bien faire ça, on suit un processus bien structuré. D'abord, on identifie absolument tout le monde qui est concerné. Ensuite, on analyse leur rôle, leur attitude face au changement. Sont-ils pour, sont-ils contre? Qui a le vrai pouvoir de décision? Et quel est leur niveau d'influence réel dans l'organisation? Si on néglige une seule de ces étapes, ça peut mettre en péril toute l'initiative. Pour résumer tout ça, on part de nos premières décisions pour analyser en profondeur qui sont nos parties prenantes. De cette analyse, on va créer un plan de collaboration et de communication. Et le résultat de tout ça? C'est l'approche d'engagement des parties prenantes. C'est notre guide pour naviguer dans les relations humaines du projet. Ok, on a le comment et on a le qui. Maintenant, il nous faut les règles du jeu. Et ça, c'est tout l'objet de la tâche 3, planifier la gouvernance. Il s'agit de définir très clairement comment les décisions vont être prises pour tout ce qui touche aux exigences et aux conceptions. La gouvernance, il faut la voir comme les fondations d'un immeuble. Elle repose sur 4 piliers bien solides. Qui a le dernier mot? Comment est-ce qu'on gère les demandes de changement? Parce qu'il y en aura, c'est inévitable. Sur quels critères on priorise le travail? Et enfin, comment on obtient le feu vert officiel, les approbations? Répondre à ces questions dès le début, croyez-moi, ça nous évite bien des maux de tête plus tard. En gros, c'est assez simple. On prend nos plans précédents et on vient y ajouter les règles de prise de décision et de priorisation. Le document qui en résulte, c'est l'approche de gouvernance. C'est ce qui garantit que tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu. Une initiative d'analyse d'affaires, ça génère une quantité phénoménale d'informations. La tâche 4, c'est de prévoir comment on va gérer tout ce volume de données pour qu'il soit utile, accessible et qu'il dure dans le temps. C'est un peu la logistique de la connaissance. Ce tableau nous montre un outil absolument essentiel, les attributs d'une exigence.
Une exigence, ce n'est pas juste une phrase balancée comme ça, c'est une véritable fiche d'identité. Qui l'a demandée? Est-elle prioritaire? D'où vient-elle? A-t-elle été validée? Toutes ces étiquettes sont vitales pour ne pas se noyer dans l'information et pour pouvoir suivre le cycle de vie de chaque demande. Donc pour que ce soit bien clair, on se base sur les règles qu'on a déjà établies pour décider comment on va organiser, tracer et stocker toute l'information. Où est-ce qu'on met les documents? Comment on s'assure qu'on ne perd rien en route? La réponse à tout ça se trouve dans l'approche de gestion de l'information. Attention, la planification, ce n'est pas un exercice qu'on fait une fois au début et puis c'est terminé. La tâche 5, la dernière de ce domaine, nous rappelle à quel point l'amélioration continue est cruciale. Il s'agit de surveiller notre propre travail d'analyse, d'évaluer notre performance et d'identifier des moyens de faire mieux la prochaine fois. Ce processus, c'est un véritable cycle vertueux. D'abord, on définit ce que succès veut dire pour nous, avec des indicateurs clairs. Ensuite, on mesure la réalité et on la compare à nos objectifs. On partage les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Et surtout, on en tire des leçons pour agir. Comment éviter les problèmes à l'avenir, comment corriger ceux qui existent déjà et comment, tout simplement, devenir meilleur. Et pour boucler la boucle de cette tâche, on part de nos plans et des objectifs qu'on s'est fixés. On analyse notre performance en cours de route. Le résultat, c'est un document qui a une valeur inestimable, l'évaluation du rendement. C'est ce qui va nous permettre de ne pas répéter les mêmes erreurs et de progresser constamment, en tant qu'analyste et en tant d'équipe. Et voilà, la vue d'ensemble. Considérez ça comme votre aide-mémoire ultime pour la certification. Chaque tâche qu'on a parcourue ensemble génère un document, une approche, et mis ensemble, ces 5 livrables forment un plan directeur complet et cohérent. C'est ça qui transforme un effort d'analyse d'affaires qui pourrait être une série d'actions isolées en une stratégie puissante et bien huilée. On termine donc sur cette question. Le plan est là, magnifique. Et maintenant, on fait quoi? La planification, c'est la stratégie, mais elle n'a de valeur que si elle est mise en action. Ce plan directeur qu'on vient de construire, c'est le pont vers les autres domaines de connaissances, l'élicitation, l'analyse, l'évaluation de solutions. Comment s'assurer que ce pont est solide? C'est toute la question pour la suite de notre parcours.